On va y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison des webinaires MIAI en partenariat avec Minalogic. Donc, je suis Anne Bavazano, chargée de partenariat et d'innovation à MIAI Cluster à l'UGA, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, depuis 5 ans, au travers de ces webinaires, nous nous sommes attelés à comprendre les technologies de l'IA et leurs applications dans les différentes industries. Donc aujourd'hui, la connaissance et l'usage de l'IA se sont beaucoup développés et nous commençons à voir les transformations qui s'opèrent dans notre société et dans notre vie. Alors on peut craindre le pire ou au contraire espérer le meilleur. En tout cas, pour alimenter la réflexion, il nous est apparu important de nous pencher sur les effets de l'IA dans notre société avec ces webinaires. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans un second temps, vous pourrez suivre le MOOC IA et Société que mes collègues de l'UGA ont développé. Donc, c'est disponible sur la plateforme FunMOOC et je vous mettrai le lien dans le chat. Et je passe la parole à Grégory, mon collègue. Grégory, donne-nous toutes les bonnes raisons de suivre ce MOOC en quelques minutes. Donc bonjour à tous. Voilà, moi je suis Grégory, j'ai coordonné avec une équipe d'une quinzaine de chercheurs de l'université un cours en ligne, donc un MOOC, sur le sujet de l'IA et qui s'intitule donc IA et société, avec l'objectif en fait de comment dire ça, de démontrer d'une certaine manière comment ça fonctionne, ce qui se cache derrière, et également un petit peu quelles sont toutes les transformations que va apporter l'intelligence artificielle dans différentes disciplines. Donc comme vous pouvez le voir, on en a une dizaine. Et ce que je vais juste vous présenter, c'est un petit peu les 5 bonnes raisons de suivre ce contenu. La première, c'est que l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'IA et donc de l'avoir, l'IA en toute conscience. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre les risques qui sont souvent invisibles et donc tout ce qu'on appelle les biais, les atteintes à la vie privée, les dépendances aux outils. Et voilà, l'objectif étant d'avoir une vue éclairée et responsable de son usage. La deuxième raison, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a essayé de couvrir un champ très large des disciplines et de montrer que l'IA n'est pas que réservée aux disciplines maths et info, et qu'en fait, c'est une discipline qui envahit d'autres disciplines. Voilà. La troisième chose, c'est que c'est aussi un moyen de développer la culture numérique responsable. Donc, vous verrez à travers une thématique sur les enjeux environnementaux, mais également sur les enjeux éthiques. De bien comprendre également, la quatrième raison, de bien comprendre les transformations professionnelles. Donc là, vous verrez également de quelle manière ça influence plein de choses. Et ça va être la suite d'ailleurs avec l'intervention d'Agnès qui va vous présenter son sujet spécifique. Et puis, la cinquième raison, c'est que c'est aussi un moyen de pouvoir échanger. Donc, aujourd'hui, on a plus de 5000 personnes qui sont inscrites à ce MOOC. Et dans ce MOOC, en fait, vous aurez l'opportunité d'échanger entre toutes les personnes qui seront inscrites à travers un forum, mais également d'échanger avec toute l'équipe pédagogique qui a créé ce contenu. Voilà, donc ça c'était pour faire très simple et très rapide pour vous présenter un peu ce travail. N'hésitez pas à cliquer sur le QR code, ça vous renvoie vers la page d'inscription, mais surtout ça vous renvoie vers la page où vous aurez retrouvé toutes les informations liées à ce contenu qui a été créé au sein de l'université. Je vous remercie. Merci Grégory, Grégory. je me permets juste de dire que ce qu'on a vu, c'est ton Word et pas Mince! le QR code. Bon, et ben voilà. Je savais bien que le partage, ça allait pas fonctionner correctement. Non, j'ai mis le lien d'inscription, donc ça va bien se passer. Il est là le QR code, si vous voulez le flasher, et sinon on vous le transmettra également. Ok, donc alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Merci Grégory. Rentrons dans le vif du sujet de ce webinaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Helme-Guizon, professeure de marketing à l'IAE INP de Grenoble. Donc Agnès est également coporteuse de la chaire MIAI Transformative AI and Social Change. Alors pour le dire simplement, hein, Agnès, sous ton contrôle, tes travaux sont ancrés dans le marketing social et, entre autres, analysent l'impact des technologies sur les modes de vie. C'est très simplifié, hein. Donc, bienvenue Agnès, et je te remercie de nous consacrer du temps pour ce webinaire, et à toi de jouer maintenant.
Bonjour, hein. Moi, je tenais à remercier Miaille pour l'invitation et pour l'honneur que j'ai d'ouvrir en fait cette nouvelle saison de 2026. Je voulais aussi remercier l'ensemble des participants qui ont choisi de prendre une heure de leur temps pour en savoir un petit peu plus sur l'IA for Social Good. Voilà, je suis très honorée de voir qu'en plus vous êtes si nombreux. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je vais commencer par très rapidement en fait me présenter pour aller juste. C'est pas tant pour me présenter que pour vous expliquer d'où je parle, parce que on est assez peu habitué finalement à avoir des gens en marketing social qui parlent d'IA et de changement de société. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'est le marketing social, mais rapidement, encore une fois, pour bien situer d'où je parle, il s'agit d'appliquer les techniques de marketing à des causes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour favoriser le changement de comportement, à la fois autour de l'alimentation, autour de l'activité physique et la sédentarité, mais également autour de l'environnement. Donc, je suis chercheuse au CERA, qui est le laboratoire de gestion de l'UGA, au sein d'une équipe qui s'intéresse finalement aux comportements responsables, aux défis sociétaux et aux transitions. Et comme le disait Anne, je suis co-titulaire de la chaire TRISOC de son petit nom, donc financée depuis 2025 par MIAI Cluster AI. Et également, je suis directrice d'un programme de recherche, d'un PEPR, en fait, ensemble, qui est autour du futur de la collaboration numérique. Et je m'intéresse à la collaboration entre les humains, pardon, médiés par les systèmes intelligents. C'est important parce que ça guide aussi les travaux de recherche que je vous présenterai par la suite. Voilà. Donc, je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux promouvoir des comportements sains, mais également en ayant un regard critique finalement sur les bénéfices, les apports de ces technologies, dans le sens où je fais un focus sur les effets inattendus des outils qui sont basés donc sur ces IA, et j'ai une réflexion critique. Donc c'est cette réflexion que je vais partager avec vous, en plus des travaux que j'ai pu faire. Alors, en guise d'introduction, comme le disait Anne, et comme vous le savez sans doute, on voit que finalement l'IA, elle est partout aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Elle est présente dans l'ensemble des secteurs d'activité, la santé, l'éducation, l'industrie, les services publics. Et en fait, on voit qu'elle s'inscrit au cœur des stratégies, que ce soit les stratégies des entreprises, mais aussi des stratégies des États. On assiste finalement à ce qu'on pourrait appeler un capitalisme algorithmique, puisqu'on voit qu'il y a une course soutenue à l'innovation technologique, au mépris parfois des risques, et que cette course finalement, elle est portée par les éditeurs, par les grandes entreprises, qui finalement adoptent, imposent l'IA à leurs salariés, et puis aussi par une adoption croissante par la population, de manière pas toujours bien raisonnable et responsable. Alors, on assiste aujourd'hui à un double mouvement. D'un côté, il y a une fascination face aux capacités de l'IA, et notamment de l'IA générative. Et puis, d'un autre côté, on a une inquiétude qui est compréhensible et qui porte sur les effets socio-économiques et démocratiques. Donc, finalement, l'écueil, ce serait un rejet total qui serait fondé sur la crainte de l'inconnu, les conséquences potentielles, et puis à l'inverse, ou à l'autre bout de la chaîne, l'adhésion inconditionnelle qui serait motivée par l'enthousiasme technologique ou l'impératif de compétitivité. On retrouve en fait dans le débat académique, on retrouve cette tension avec finalement un certain nombre de travaux qui vont mettre en avant les bénéfices, qui montrent finalement que l'IA à la fois permet une amélioration de l'efficacité organisationnelle, permet une accélération, voire une transformation de la recherche scientifique, une optimisation des politiques publiques, le développement de nouveaux services, et, et dans le même temps, la recherche
documente aussi ces risques en montrant qu'il y a une reproduction, une amplification des biais, une opacité des modèles, une concentration du pouvoir technologique, une redéfinition des rapports au travail, une dépendance stratégique. Donc, cette tension, elle est bien documentée, elle a fait l'objet d'un certain nombre de conférences. Et moi, je m'inscris en fait dans cette lignée, mais avec une approche qui va être un peu décalée par rapport à tous ces travaux, dans le sens où moi, je vais vous apporter en fait mon regard au prisme de ce que je connais bien, c'est-à-dire le marketing, la psychologie. Et en marketing, il y a un concept qui est très important, c'est la notion de valeur. Et donc, je vais commencer, en fait, je vais vous présenter, si j'arrive à changer. Voilà, donc, moi, je vais vous présenter ma vision finalement des enjeux de l'IA autour de la valeur. Avant ça, très rapidement, je voudrais juste qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Quand on parle d'IA, on ne parle pas que d'IA générative, on va parler d'IA prédictive, donc celle finalement qui va permettre avec des algorithmes de faire des prédictions, qui va permettre en marketing de faire de la personnalisation. L'IA générative, donc c'est celle qu'on connaît bien, c'est celle qui permet de générer du contenu et avec des logiciels comme ChatGPT ou DALL-E pour la génération d'images. Et puis on voit apparaître de plus en plus l'IA agentique qui finalement permet d'avoir des agents autonomes qui vont tout seuls analyser des situations et prendre des décisions. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est par exemple, d'organiser des meetings et de gérer un certain nombre de tâches qui sont relativement simples. Donc ici, on va traiter de ces trois types d'IA, en particulier l'IA prédictive et l'IA générative, qui sont quand même celles qui sont les plus développées. Le titre de la présentation était autour de l'IA for social good ou bien l'IA pour le bien commun. Petite définition assez rapide. L'idée, ça va être de concevoir, de développer, de déployer des systèmes d'IA qui vont prévenir, qui vont atténuer, qui vont résolver des problèmes qui affectent la vie humaine et notamment en essayant de répondre aux objectifs de développement durable de l'UNESCO, qui sont au nombre de 17, ainsi que l'illustre le petit tableau qui est là présent, donc pas de pauvreté, zéro faim, la santé et le bien-être, l'éducation, l'égalité entre les sexes, l'eau propre, l'énergie propre, etc. Voilà, donc il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été menées. Donc là, j'en ai pris quelques-unes issues d'un rapport qui s'appelle AI for Social Good. Et donc, par exemple, pour limiter la faim, ou plus exactement faire qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, il existe donc des outils à base d'IA qui vont permettre finalement d'aller vers ce qu'on appelle de l'agriculture de précision, de manière à optimiser l'utilisation des pesticides et maximiser les rendements, en tenant compte des conditions climatiques et de la qualité des sols. On peut également voir le développement de robots qui vont être capables finalement de remplacer l'humain sur un certain nombre de tâches et notamment de la récolte, ce qui permet finalement de faciliter le travail et d'augmenter les rendements. Dans le cadre de l'éducation, c'est quelque chose qu'on voit également avec le développement d'un certain nombre d'outils qui vont permettre d'aider finalement à l'éducation et notamment en permettant une éducation personnalisée, voire même le développement de robots qui accompagnent en fait les enfants dans leur apprentissage. Autre exemple, autour de l'égalité des genres, il existe donc un certain nombre d'outils, notamment basés sur le Natural Language Processing, qui permet d'identifier les biais, les stéréotypes que l'on peut trouver, par exemple, dans
dans des outils de reconnaissance d'images, dans des outils de recrutement, ou même dans la presse, avec dans l'idée de les corriger. Autre exemple, autour de l'eau propre, on peut donc, enfin, on a vu des exemples finalement d'outils d'IA qui vont permettre d'évaluer en continu et en temps réel la qualité de l'eau, mais également le niveau de consommation d'eau et donc d'envoyer des messages afin de limiter la consommation d'eau. Et puis, enfin, on a un certain nombre d'outils qui permettent par l'analyse d'un très grand nombre de données climatiques, d'anticiper des crues, d'anticiper des événements climatiques extrêmes et donc de prévenir la population et dans le cadre de l'eau, de mener des recommandations. Autre exemple sur le climat. Donc là, je le disais tout à l'heure, on peut faire finalement de la prévision, ou bien on peut également, on voit là en entreprise, utiliser l'IA pour optimiser l'émission de CO2 en optimisant les trajets des différents véhicules. Donc ça, ce sont des exemples qui sont un petit peu macro. On voit aussi un certain nombre d'exemples dans lesquels l'IA peut apporter des bénéfices. Par exemple, en entreprise, on voit la gestion des actifs, la gestion par exemple des flottes de camions, en optimisant encore une fois les trajets, en optimisant également l'utilisation des matières premières, sur les chaînes de production, en optimisant les flux. On a aussi l'automatisation des tâches administratives, par exemple la gestion de la paye, ce qui permet finalement de gagner du temps et de libérer du temps utile pour d'autres tâches. On peut également avoir le tri des appels entrants, notamment dans les services d'urgence, que ce soit les pompiers, que ce soit le 15, avec la détection excusez-moi, avec l'analyse de la voix qui permet finalement de détecter un niveau d'urgence, par exemple. On voit aussi de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'IA pour le recrutement. Ça permet de faire un premier tri de CV, donc finalement d'aider le recruteur à classer les CV. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises, des grands groupes qui reçoivent plusieurs centaines de CV par jour. Donc ça permet d'aider au recrutement. On voit aussi de plus en plus des entretiens qui sont faits directement par des chatbots et qui permettent encore une fois un premier tri. Et puis, évidemment, il y a toute l'analyse, la création de contenu. Par exemple, la création de posts LinkedIn, la création de contenus publicitaires, la création de films vidéo, voire la création même de tableaux dans l'industrie créative. L'industrie du jeu vidéo notamment est très friande de ces nouveaux contenus. Donc on voit qu'il y a finalement un certain nombre de bénéfices qui peuvent être retirés en entreprise de l'utilisation de ces outils qui sont un gain de productivité et le, dé- le fait qu'il y ait du temps qui soit dégagé pour des tâches dites à plus haute valeur ajoutée. Dans notre vie quotidienne, par exemple, quand on utilise nos GPS pour une recherche d'itinéraire, quand on dicte des messages à nos téléphones ou qu'on demande une traduction automatique en temps réel, quand on utilise des assistants vocaux euh, pour sur nos smartphones, quand on utilise évidemment des outils de type ChatGPT aussi sur nos smartphones pour générer du contenu, pour créer des images, pour créer des poèmes, pour créer des chansons, de la musique, etc. Et là, on voit bien les bénéfices qui sont obtenus, puisqu'encore une fois, ça nous permet de gagner du temps, de faciliter nos vies. Il y a un côté pratique et disponible immédiatement qui rend ces outils très séduisants. Alors, ceci étant dit, ces bénéfices que j'ai mis en avant
ça peut s'apparenter à de la création de valeur pour les individus, pour les entreprises, mais il y a le pendant qui est la destruction de valeur. Je vais balayer rapidement ces éléments en lien avec un chapitre que j'ai eu la chance de pouvoir proposer dans le cadre de l'ouvrage qui est dirigé par Thierry Ménissier, qui s'appelle Vocabulaire critique de l'intelligence artificielle. Cet ouvrage ayant été écrit dans le cadre de ma participation à la chaire éthique et IA, qui était donc financée par MIAI entre 2019 et 2024. Alors, en marketing, on utilise cette notion de valeur d'usage. Oui, ça c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas précisé. La manière dont je considère l'IA, moi, c'est que c'est simplement un outil sociotechnique, ce qui veut dire que finalement, l'IA en elle-même n'est pas soit bénéfique, soit dangereuse, mais c'est bien les usages qu'on en fait. D'où le fait ici de parler de valeur d'usage. Et j'ajoute en plus que la valeur, elle n'existe pas intrinsèquement, c'est que finalement elle est subjective, elle va dépendre de chaque individu, de la manière dont il perçoit l'IA et ses potentialités, et de la manière dont il l'utilise. On distingue quatre types de valeurs: la valeur fonctionnelle, la valeur sociale, la valeur monétaire et la valeur émotionnelle. Je reviendrai dessus par la suite. Alors, la valeur fonctionnelle et monétaire, finalement, ça va concerner des bénéfices qui sont concrets. Alors là, on le voit notamment en marketing, mais globalement pour les entreprises et les services publics. L'IA prédictive, qui s'appuie finalement sur un grand nombre de données collectées au travers de diverses sources, va permettre de suggérer aux individus un contenu adapté et des recommandations qui sont personnalisées. Ce qui fait qu'au final, ça va faciliter la prise de décision et ça va maximiser l'expérience utilisateur. Donc ça, vous le voyez bien quand vous êtes sur, je sais pas, sur Amazon, sur un moteur de recherche, que vous êtes sur LinkedIn, vous avez des recommandations qui vont être au plus près de vos besoins. De la même manière, en entreprise, on va pouvoir cibler des consommateurs et leur faire des recommandations qui sont précises. Si on s'intéresse aux chatbots, qui là, eux, relèvent davantage de l'IA générative, on voit que ces chatbots, ils sont interrogeables dans n'importe quelle langue, depuis n'importe où, à n'importe quel moment, et ce, dans un très grand nombre de domaines. Ça peut être si vous cherchez des renseignements sur des produits, si vous, je sais pas, vous avez envie d'organiser un voyage, si vous vous sentez un petit peu déprimé et que vous interrogez ChatGPT ou un chatbot plus spécialisé pour partager finalement votre mal-être. Donc, on a cette disponibilité 24 heures sur 24 et il y a également un autre bénéfice fonctionnel, la délégation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, la délégation de tâches qui sont ennuyeuses, qui sont répétitives, qui sont analytiques et qui permettent, je le disais, de libérer du temps. La question que j'aborderai pas ici, mais qu'on peut discuter par la suite, c'est finalement, qu'est-ce qu'on délègue à ces IA génératives? On leur délègue certes des tâches qui nous paraissent répétitives et créatives, répétitives, mais on leur délègue aussi des tâches qui sont créatives, voire des tâches qui paraissent anodines, comme par exemple le compte-rendu d'une réunion, tout en oubliant que finalement c'est extrêmement stratégique, puisque c'est ce qu'il va rester de ce qui a été discuté et décidé. Donc si ce point vous intéresse, on pourra y revenir par la suite. Donc ça, c'est la valeur fonctionnelle et monétaire des bénéfices concrets. Dans les domaines non marchands, on voit finalement, et j'en reparlerai par la suite, un certain nombre de comportements vertueux qui peuvent être initiés par des recommandations qui sont faites par les systèmes d'intelligence artificielle et qui sont personnalisés et pertinents par rapport au mode de fonctionnement des individus, par rapport à leurs besoins, à leurs envies, à leur environnement.
Voilà. Donc, dans le domaine de la santé, au-delà des recommandations, on trouve aussi un certain nombre de solutions qui vont être centrées sur le patient et qui vont permettre finalement une prise en charge plus personnalisée, euh, au moment enfin, un diagnostic qui va être plus personnalisé et puis une prise en charge, une médecine qui est plus personnalisée, du coup plus efficace, plus flexible. Euh, voilà, je pense notamment aux 5P. L'autre groupe de variables, ce sont les valeurs sociales et émotionnelles. Et là, ça porte plutôt sur ce qu'on appelle les systèmes d'intelligence artificielle relationnelle. Ce sont finalement des systèmes qui vont être dotés de capacités socio-émotionnelles ou de capacités socio-psychologiques et qui s'appuient sur des capacités de reconnaissance des émotions humaines et leur potentialité à exprimer une empathie. Comme vous l'avez vu, je l'ai mis entre parenthèses, entre guillemets, pardon, puisque finalement ce n'est qu'une simulation d'empathie. Trois petits exemples qui sont assez emblématiques. Le premier, c'est Paro, qui est un robot compagnon. En fait, c'est un petit phoque qui est distribué dans les EHPAD et les centres de soins et qui ont comme objectif d'accompagner les personnes âgées qui se sentent isolées, qui se sentent anxieuses, par leur capacité finalement à simuler des interactions qui sont semblables à des interactions interpersonnelles. En fait, en fonction du comportement de la personne âgée, le robot va s'adapter et va émettre des petits sons, va émettre aussi des petits frémissements qui vont permettre de rassurer donc la personne âgée. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est Replica, donc qui est un chatbot qui est très très connu, qui aujourd'hui n'existe plus et qui était devenu finalement le meilleur ami d'un certain nombre de personnes qui leur confiaient toute leur vie et donc qui développaient véritablement une relation amicale, voire même amoureuse vis-à-vis donc de cette IA perçue comme, je le disais tout à l'heure, disponible et comme empathique. L'autre type d'IA relationnel qui est peut-être un peu moins connu, c'est les deadbots. Les deadbots, en fait, ce sont des chatbots qui permettent de simuler en fait des relations avec une personne défunte. Pour cela, il suffit, entre guillemets, de nourrir le chatbot avec un certain nombre d'éléments euh, en lien avec la personne, des photos, je sais pas, des lettres, des écrits, enfin voilà. Et ensuite, il a la possibilité donc de discuter avec cette personne comme si elle était présente. On en reparlera tout à l'heure, mais on voit bien les effets négatifs que cela pourrait avoir. Voilà, donc en quelque sorte, le chatbot devient la mémoire finalement de la personne défunte. Et puis, il y a un certain nombre aujourd'hui d'outils de soutien en santé mentale. Là, je vous ai mis l'exemple de Webot, hein, W-O-E-B-O-T, qui est là pour écouter les personnes et leur apporter du soutien et du réconfort. Donc, on voit bien ici tout le bénéfice que peuvent apporter sur le plan relationnel ces différents outils. Ceci étant dit, et là c'est l'autre côté, finalement, tout n'est pas rose. Et cette personnalisation algorithmique, elle se fait le plus souvent au détriment de la protection des données. Et l'individu peut avoir le sentiment d'être exploité ou d'être discriminé. Effectivement, la personnalisation, elle passe par l'identification d'un type de personne. En marketing, on va parler d'une cible ou d'un profil, mais il se trouve que l'IA se trompe et que donc si on n'est pas classé tel que l'on est ou tel que l'on voudrait être, à ce moment-là, on va se sentir non compris
Également, si on est mis dans une case qui est une case d'un stéréotype dont on cherche à sortir, on va se sentir discriminé. Donc dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la réactance, c'est-à-dire un mécanisme de défense psychologique qui va être développé par l'individu dès lors qu'il a le sentiment qu'on le prive de sa liberté. Et donc, il va refuser de communiquer ses données, il va refuser de suivre les recommandations, il va arrêter d'être en interaction avec l'entreprise ou le chatbot qui lui fait ses recommandations. Donc là, on voit bien qu'il y a finalement une destruction de valeur à la fois pour l'entreprise, si on parle d'une recommandation, mais également pour la personne. Et généralement, ça pose la question de la collecte finalement de données à l'insu des personnes. Une autre destruction de valeur porte sur la perte d'autonomie et la perte de compétences. J'en parlais tout à l'heure. Il y a délégation d'un certain nombre de tâches à l'individu. Et donc ça passe par un transfert d'agence. L'agence qu'on appelle aussi agency en anglais ou agentivité en français, c'est finalement la capacité de l'individu à, à décider par lui-même et à agir par lui-même. À partir du moment où on automatise un certain nombre de tâches, à partir du moment où on délègue des tâches, il y a potentiellement un sentiment de perte de contrôle sur son travail, sur ce qu'on voit, ce qu'on lit. Je pense notamment là aux réseaux sociaux. Il y a également une réduction du sentiment d'accomplissement puisque finalement on n'a été qu'un petit maillon. Je pense par exemple aux créateurs de contenu publicitaires, par exemple, ou à ceux qui vont créer des campagnes pour réduire la consommation de tabac, par exemple. Finalement, en promptant une IA générative, on se retrouve à valider, modifier un peu un contenu qui a été généré par une IA, ce qui réduit donc le sentiment d'accomplissement. Et puis, il y a cette crainte, malheureusement, dans certains cas réels, d'être remplacé par une IA. Il y a également dans cette destruction de valeur la notion de dépendance et de passivité, puisque finalement, ces tâches créatives aussi qu'on confie à l'IA ne nous permettent pas de nous accomplir en tant qu'être humain. Dernier point sur la destruction de valeur, c'est la destruction de valeur sociale et émotionnelle, avec des conséquences négatives. Donc, il y a de l'inconfort, il y a de l'anxiété, il y a du stress. Alors, à la fois de la part des employés à qui on impose aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle, à qui on impose finalement l'utilisation de copilotes, par exemple, et à qui on fait bien comprendre qu'il va falloir s'y mettre à l'utilisation de copilotes parce que leur productivité est moindre que ceux qui utilisent ce type d'outils et que finalement leur place dans l'entreprise est conditionnée à l'utilisation de ces outils. Souvent, en plus, ces outils sont imposés sans qu'il y ait véritablement un accompagnement au changement et même en amont une compréhension finalement des besoins des utilisateurs, de leurs freins et de leurs barrières à l'utilisation. Il peut aussi y avoir dans un autre domaine quand vous êtes face finalement à un chatbot qui vous répond soit de manière, j'allais dire, maladroite. On a tous eu des chatbots qui finalement ne comprennent pas notre question, donc ça peut nous irriter, ça peut nous énerver. Mais quand on est sur des chatbots qui sont des chatbots de santé et que finalement les réponses sont inappropriées, ça peut faire augmenter l'anxiété, le stress et conduire à des comportements dits mal adaptifs. Je pense en particulier aux recommandations ou à l'accompagnement d'une demande de la bonne manière de réaliser son suicide et de le réussir.
On a aussi un certain nombre de recommandations qui sont inappropriées car fondées sur les stéréotypes. Donc là, ça fait référence au biais algorithmique que vous connaissez bien, en lien à la fois avec les données d'entraînement et la manière dont les algorithmes sont développés. Il y a un certain nombre aussi de conséquences, c'est-à-dire des compétences sociales donc qui sont stimulées encore une fois par les chatbots ou par d'autres outils d'IA et qui sont perçues comme non sincères, voire dangereuses et qui induisent de l'inconfort, de la déception de la part de l'utilisateur. Il peut y avoir aussi de l'attachement illusoire, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Replica, voire de l'addiction avec une consommation qui est abusive. Là, je pense aux réseaux sociaux, notamment TikTok, avec cet algorithme qui est programmé de manière à maximiser le temps de présence en fait sur les réseaux sociaux et à avoir des formats courts qui font que finalement on va regarder un réel après un réel et en les enchaînant comme ça sans se rendre compte du temps qui passe. Pour certaines personnes, il peut y avoir une substitution aux interactions humaines, notamment dans le cas de Replica ou au Japon de poupées. De poupées humanoïdes, où finalement on voit que les individus préfèrent avoir des relations avec ces robots sociaux ou ces chatbots parce que ce sont des chatbots qui ne remettent pas en cause en fait l'individu. C'est vrai que c'est très compliqué en fait de d'être dans un groupe social. On peut être face à des contre-arguments, on est face parfois à des réactions qu'on comprend pas. Là, avec un chatbot, c'est beaucoup plus simple, mais ça peut induire un risque d'isolement social, voire un sentiment d'aliénation, puisque finalement, quelque part, on perd un peu son essence et on perd le sens de, du fait d'être dans une société. Donc, la conclusion que je porte, c'est que finalement, on est sur un déséquilibre qui est assez révélateur puisque finalement, on voit que la création de valeur, elle est essentiellement fonctionnelle et monétaire avec des offres personnalisées, de la disponibilité, de la délégation de tâches, du gain de temps et d'argent, et que dans le même temps, la destruction de valeur, elle est essentiellement émotionnelle et sociale avec de l'isolement, de l'attachement inapproprié, de l'addiction, de l'anxiété, du stress et du mal-être. Et donc ça impose en fait une vigilance dans l'utilisation de l'IA euh, et un accompagnement en fait de ces usages. Donc cet accompagnement, ça passe effectivement par ce type de webinaire, mais également par de l'éducation à l'école ou au travers d'autres outils comme le MOOC dont on vous parlait tout à l'heure. Ça demande aussi plus que jamais une IA éthique. Alors, compte tenu du temps qui tourne, je vais pas le développer, mais une IA éthique, donc c'est une IA qui est transparente, c'est une IA qui protège les données, c'est une IA qui permet en fait le contrôle de l'utilisateur. C'est aussi une IA euh, qui est centrée sur l'humain, c'est-à-dire que finalement, c'est une IA qui est conçue en s'intéressant aux conséquences telles que je viens de vous les montrer pour l'humain et pas seulement une performance technique, une productivité. C'est évidemment une IA qui est faire et qui ne discrimine pas. C'est c'est une, euh, c'est une IA qui va quand même, qui laisse finalement une certaine autonomie à l'individu. Et puis, c'est une IA qui est évidemment vérifiée et validée. Rapidement, je vais vous parler donc d'IA et de marketing social. Le marketing social, donc, c'est une IA qui va viser à intégrer les concepts de marketing en vue d'influencer le comportement.
des humains. Et là, l'IA a beaucoup de choses à nous apporter. Alors, en fait, dans l'approche de marketing social, on va essayer d'à la fois d'avoir euh, une partie autour de la compréhension en fait des personnes dont on veut modifier le comportement. On va regarder quelles sont les pratiques actuelles qui conduisent justement au comportement qui nous intéresse. On va également regarder quelles sont les théories qui nous permettent ce changement de comportement, mais aussi et surtout, on fait un travail au plus près des publics cibles, mais également des autres parties prenantes, donc qui peuvent être la famille, si on travaille par exemple sur des enfants ou des adolescents, qui peuvent être la collectivité locale, par exemple, ou qui peuvent être des pouvoirs publics, de manière finalement à pouvoir définir des programmes, des propositions qui soient efficaces, efficientes, éthiques et durables. Et on respecte en fait un principe de base du marketing qui est que il faut segmenter en fait notre cible de manière à pouvoir adapter au mieux nos recommandations, et il faut que ces recommandations finalement elles permettent de de faire concurrence à un comportement existant. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes fumeur et on vous dit et on vous propose d'arrêter de fumer. Le problème, c'est que vous fumez parce que ça vous fait plaisir. Donc, il va falloir que nous, dans notre proposition d'arrêt du tabac, on trouve quelque chose qui fasse autant plaisir finalement que le fait de fumer. Donc, c'est en ça que je parle de concurrence. L'approche qu'on a très rapidement, c'est qu'il y a une première phase de co-création. Là, on va essayer justement de comprendre les besoins, ce qui va nous permettre, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, de développer des insights. Ensuite, on va créer tout un programme en développant une offre qui soit acceptable, qui ne soit pas trop coûteuse pour l'individu, qui crée de la valeur pour l'individu. On va définir le bon moment pour euh, proposer ce moyen de changer de comportement. Et ensuite, on va le développer, l'implémenter sur le terrain en relation étroite avec les cibles, mais également l'ensemble des parties prenantes. Là, je ne vais pas développer, simplement, c'est pour dire que l'IA prédictive et générative, en fait, permet non seulement d'améliorer finalement les outils qui vont nous permettre de communiquer directement avec les individus, par exemple grâce à des chatbots, mais ça va aussi nous permettre de travailler sur toute la phase amont, la phase de compréhension des besoins, la phase finalement d'engagement. Ça permet aussi de développer des programmes à plus grande échelle. Ça nous permet aussi de définir de manière plus optimisée des plans d'action et de planification. Quelques exemples de comment l'IA peut participer donc justement à ces changements de comportement positifs. Donc, il y a pas mal de travaux qui mettent en avant l'utilisation de chatbots à base d'IA. L'intérêt, c'est que ça permet un accompagnement personnalisé 24 heures sur 24 de personnes et en leur fournissant finalement des retours en temps réel, ce qui permet de les engager. Donc ça marche très bien pour l'activité physique, ça marche très bien aussi pour l'arrêt du tabac, ça marche un peu moins bien pour l'alimentation, et ça marche pas mal aussi pour l'adhésion au traitement, donc pour rappeler aux personnes de suivre les prescriptions médicales. Voilà. Alors, comment concrètement, moi, je me sers en fait de tous ces outils dans le cadre de la chaire Transformative IA et Social Change. En fait, l'objet de la chaire, comme je l'ai déjà dit, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les outils d'IA pour induire
pour faciliter le changement de comportement au niveau individuel et au niveau collectif. Sur le plan de la recherche, en fait, on a deux volets que je vais détailler juste après. Et sur le plan, je vais dire, de la formation, on développe en fait un certain nombre d'outils d'éducation à l'utilisation de l'IA. Donc pour les étudiants, on a développé tout un programme autour de faire de la recherche avec l'IA qui soit responsable et efficace. On est en train de développer également en lien avec Fiddle et le Centre des métiers et des qualifications un programme à destination des plus jeunes. Il y a également ma participation au MOOC dont parlait Grégory tout à l'heure. Voilà, donc c'est une équipe qui est multidisciplinaire et qui est internationale, puisque finalement on retrouve dans les membres de la chaire cette double approche avec les sciences humaines et sociales en ma personne et les sciences informatiques en la personne de Catherine Pellachot, qui est une spécialiste de l'informatique émotionnelle. Alors, juste en deux mots, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous l'ai dit, les outils qu'on utilise en marketing social, en fait, ils sont co-créés. Donc, dans un premier temps, comme un des volets porte sur la création d'un coach nutritionnel virtuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement créé une communauté de recherche en ligne. Donc, on a recruté des personnes pour parler avec elles de leurs attentes, de leurs perceptions, de leurs besoins par rapport à un coach nutritionnel virtuel. Je passe très rapidement. On avait au départ 40 personnes, finalement on en a 21 qui ont vraiment participé. Et là, le principe, c'est de leur poser différentes questions sur différents jours, de les faire soit simplement répondre à des questions, mais on peut aussi leur demander de poster des images, de réagir aussi à des images que nous on poste, et puis de discuter entre elles. Donc je vais aller très très vite. Hop, hop, hop. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait trois visions du coach. Soit ce qu'il voulait, c'était un assistant opérationnel, soit c'était plutôt quelqu'un qui allait les accompagner, et qui était bienveillant et non jugeant. Donc l'assistant opérationnel, il est plutôt sur de la valeur qui va être fonctionnelle. Dans le deuxième cas, on est plutôt sur la création de valeur émotionnelle et sociale. Et dans le dernier cas, ils considèrent qu'ils en ont pas besoin. Voilà. Donc ça, c'était en fait un travail préalable pour nous permettre finalement d'avoir de bonnes recommandations concernant la conception. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il va falloir finalement favoriser l'accompagnement plutôt que le contrôle, c'est-à-dire que tout ce qui est feedback sur le nombre de calories consommées, sur l'atteinte des objectifs, de manière quantitative, c'est des choses qui n'intéressent pas, et voire qui sont des repoussoirs. Également, donc, le registre du relationnel est important, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une demande d'incarnation. Là, c'était très polarisé entre ceux qui demandaient une humanisation, en fait, de ce coach virtuel nutritionnel, et ceux qui, au contraire, demandaient à ce qu'il soit neutre, voire qu'il n'ait pas d'incarnation humanoïde, donc qu'il ne soit pas anthropomorphisé. Évidemment, il demande une transparence, une fiabilité. Et puis, en fait, il demande aussi une certaine flexibilité dans l'utilisation de cet outil. Il faut que le coach virtuel, ça leur permette aussi de communiquer avec leur famille. Ça, c'est un premier type d'outil qu'on utilise. Enfin, c'est une première recherche qui va nous permettre, qui va nous permettre finalement de mieux designer notre agent socialement interactif. Donc, notre agent socialement interactif, c'est un outil qui a été développé par Catherine Pellachot depuis de très très nombreuses années. Et donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un agent qui est capable de percevoir les réactions de l'utilisateur, à la fois sur la base de processus cognitifs et réactifs, de prendre une décision qui va être un feedback pour l'utilisateur. Exemple, le SIA, donc SIA, l'agent socialement interactif, va percevoir que l'humain sourit. Du coup,
processus cognitif, l'humain me montre son amitié. Je vais donc en réaction sourire en miroir. C'est sa décision de sourire et donc le feedback, c'est le SIA sourit à l'humain. Donc tout ça, c'est bien détaillé dans le GitHub de Greta, puisqu'en fait cette agence socialement interactive s'appelle Greta et on a ici les références de deux papiers qui permettent de bien comprendre comment cela fonctionne. Donc ça, c'était l'outil qui a été développé il y a déjà une vingtaine d'années. Maintenant, il existe la version Greta 2.0 dans laquelle il y a du LLM qui a été rajouté et également un module d'identification des expressions faciales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'en suis pas capable, hein, ce n'est pas ma partie. Là. Donc là, c'est issu toujours du même papier. Ça montre comment, effectivement, il y a, grâce à l'intelligence artificielle, une adaptabilité meilleure, finalement, de l'agent au, alors à la fois aux expressions faciales, mais également aux gestes et aux actes de dialogue de l'utilisateur. Et donc, l'agent va soit réagir en complément, en miroir, mais il peut également réagir en complémentarité en fonction de la manière dont il a été programmé. Alors, nous, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Dans un premier temps, sur la base des travaux qui sont déjà menés par Catherine, on peut l'utiliser pour de l'entretien motivationnel, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les motivations d'un individu par rapport à un changement de comportement et ensuite lui proposer un certain nombre de recommandations. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener et on a rajouté une petite couche de difficulté parce que finalement, en lien avec le EPR Ensemble, je vous en parlais tout à l'heure, pour lesquels Catherine et moi sommes co-directrices d'un plan ciblé, on rajoute cette notion de collaboration de groupe. Donc l'objectif, c'est de voir comment l'IA peut aider deux personnes qui veulent changer de comportement à ensemble changer de comportement par la médiation de l'IA. Donc ça se traduit par ce petit schéma, comme je vous ai montré, et on regarde, ma flèche n'est pas dans le bon sens ici, c'est des caractéristiques sur l'expérience de collaboration, sur la confiance, et on regarde comment ça a un effet sur le changement de comportement. Donc aujourd'hui, en fait, où on en est, ben, on est en train de développer finalement les compétences de cette IA pour pouvoir, comment dire, s'adapter au comportement de deux personnes. Donc pour l'instant, ce travail se fait autour de la simulation de patients et on commence finalement à faire des petites, en tout cas à réfléchir à des expérimentations où il y aurait cette intelligence artificielle qui joue le rôle de coach. L'idée étant de manipuler les caractéristiques du système intelligent. On peut manipuler son empathie, on peut manipuler sa sycophancie. Et donc là-dessus, on a deux thèses en cours, qui s'est coupé, deux thèses en cours et un postdoc. Voilà. Et puis le deuxième volet, donc, c'est d'avoir un jeu sérieux à base d'IA qui va permettre, encore une fois, dans une approche collaborative, qui va permettre de prendre des décisions relatives à son alimentation sous un certain nombre de contraintes et de prendre conscience des conséquences. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser cette slide où là, ce sont finalement des exemples pardon, ce sont d'autres approches. Donc, il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'Université Bretagne Sud pour qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec l'IA. Il y avait également une conférence au mois d'avril de Yann Ferguson, là, qui est plutôt autour du travail. Et puis, un certain nombre de vidéos qui sont faites par notre collègue Thierry Ménissier, qu'on connaît bien ici, et qui, justement, s'intéresse à l'éthique et à l'IA. Je vous remets ici le lien vers le MOOC IA et Société. Et puis ici, une petite ressource qui est proposée par l'Obvia, qui est l'Observatoire de l'IA, qui est au Québec et qui propose des ressources très intéressantes. Voilà. Je vous Non, remercie bon. de votre attention. Je suis désolée, j'ai été un peu Non, longue. non, mais ça va, t'inquiète pas. Donc, ben, merci Agnès pour cet exposé très, très enrichissant.
Alors, on va prendre quelques questions, on pourra pas toutes les prendre. Alors, il y a une question. Voilà, une question. Attendez, il faut que je sélectionne, je fais ça un peu. Voilà, une question, bon, tu en as parlé aussi, mais sur les biais. Donc sur les biais racistes, sexistes qu'on peut trouver dans l'IA et qui ont été démontrés. Alors, peut-on vraiment dire que l'IA va corriger les biais humains ou au contraire les reproduire et les amplifier? C'est pas une question facile. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? euh, comment dire? Les, les, les algorithmes aujourd'hui, on sait, ils sont biaisés, j'en ai déjà parlé. On peut développer, je pense, des outils qui vont permettre d'alerter en fait sur nos propres biais, c'est-à-dire des outils qui peuvent éduquer finalement par exemple, aux stéréotypes de genre. C'est-à-dire en mettant en évidence euh, un certain nombre de situations. Par exemple, on pourrait imaginer un outil éducatif qui prend un certain nombre de situations et qui va montrer que là, effectivement, il y a des biais de genre. On peut aussi imaginer des petits outils qui permettraient finalement de quand par exemple un outil d'IA génératif nous fait une réponse, de dire attention, là, la réponse, elle est stéréotypée à 70, 80, 80%. Et pour ça, en fait, ça supposerait de, comment dire, d'avoir répertorié tous les biais qui existent, de les avoir classifiés, donc d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui permettent après, dans une réponse qui est faite par un outil d'IA génératif, par exemple, de quelque part cocher des cases en disant, bah là, on a ça, ça, ça et ça, et de faire un score de stéréotypes. Donc on peut le faire pour les biais de genre, pour les biais de discrimination raciale, voilà, pour un grand nombre de biais. J'espère avoir répondu à la question. D'accord, ok, merci. C'est un projet Euh, auquel on a déjà commencé à réfléchir, donc c'est très merci, merci pour la question. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt. oui. Et on va prendre une dernière question. Alors, c'est autour de l'IA agentique et des agents. Donc là, enfin, il y a une première question qui demande une clarification entre qu'est-ce qu'un agent et qu'est-ce qu'agentique. Donc, il y a des gens qui ont du mal à faire la différence. Donc, si tu peux rapidement expliquer la différence entre les deux. Et la question, en fait, qui se cache derrière ça, l'autre question qui est arrivée, qui est complémentaire, c'est dans le cas de ces assistants IA, est-ce encore des outils ou peut-on parler d'IA agentique? Alors, en fait, nous, enfin, quand on parle d'agent, et là, je reprends le vocabulaire qui est beaucoup utilisé dans le domaine d'expertise de Catherine, donc en informatique émotionnelle, un agent, globalement, c'est une entité qui va agir. Donc, je rappelle cette idée d'agentivité. Donc, ça peut être un chatbot, ça peut être un avatar qui est incarné. Et donc, finalement, c'est une entité derrière laquelle, alors dans le temps, on avait des modèles qui étaient plutôt des modèles qui étaient complètement spécifiés et qui aujourd'hui sont des modèles d'intelligence artificielle qui permettent une plus grande flexibilité. L'IA agentique, en fait, c'est un peu différent. L'IA agentique, ce sont enfin, comment dire, ce sont des agents qui vont agir de manière totalement autonome, indépendamment de l'intervention humaine. Et donc, typiquement, en entreprise, on pourrait imaginer un agent qui va répondre tout seul aux mails. Ça va être un agent qui, ou alors, je sais pas, on n'y est pas encore, mais dans le domaine personnalisé, c'est un agent qui va être capable d'aller voir ce qu'il y a dans mon frigo, qui va aller prendre des commandes, qui va pouvoir payer aussi. On commence à voir des agents, enfin des systèmes agentiques, parce qu'on voit bien que c'est des systèmes en fait. C'est pas un seul agent, c'est un ensemble d'agents qui vont ensemble discuter et être capable de prendre des décisions, indépendamment du contrôle de l'humain. C'est ça, en fait, l'IA agentique. Donc, J'ai par répondu à rapport la question. ouais, et à la deuxième question, en fait, c'est donc enfin,
les assistants IA sont des outils et sont pas encore des agents, des l'IA agentique. On peut te répondre comme ça? Ils pourraient le devenir hein, s'ils étaient inscrits dans un réseau en fait d'agents Mhm. autonomes. Mhm. Donc aujourd'hui, on n'en est pas forcément là sur les assistants IA. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Pas ceux qu'on utilise le plus couramment. Ok, ben merci. En tout cas, nous, dans notre vie, dans notre vie quotidienne. D'accord. Ok. Bon bah écoute, un grand merci Agnès. Je vous remercie aussi à tous de votre présence. Et bon, on a un peu débordé, mais j'espère vous Désolée. retrouver. Non, non, mais c'est pas du tout de ta part. On avait prévu un petit peu plus long que prévu. J'espère vous retrouver dans 4 semaines sur un sujet très intéressant, je pense, sur la guerre cognitive autour de l'influence et la manipulation à l'ère de l'IA. Donc, nous aurons un général de l'armée et un interlocuteur qui travaille à la DGA. Donc, je vous invite à y assister. On vous enverra les informations. Donc, bonne fin de semaine et puis au plaisir de vous retrouver pour le prochain webinaire. Au revoir, merci.